quelques décennies. Oui. Comment ça a commencé? Eh bien, ça a commencé parce que je fonctionnais comme assistant dans un théâtre-école, qui s'appelle le théâtre-école Perceval, avec un monsieur qui s'appelle Antonetti. Voilà. Et bon, pendant une dizaine d'années, je m'occupais de la formation de comédiens amateurs et professionnels d'ailleurs. Voilà. Et bon, c'est en occupant cette fonction-là que bon, je me suis intéressé à la parole bon, puis en même temps je faisais la médecine. Et c'est là que m'est venue l'idée de concilier le théâtre et la médecine. Et bon, en occupant des comédiens, en occupant de la voix. Et puis, ce monsieur, M. Antonetti, s'occupait aussi beaucoup d'élocution et de la formation des vendeurs, ou des commerciaux plutôt. Et bon, j'ai été amené à fonctionner avec lui et à participer à des séminaires, voilà, pour, en particulier, le problème c'était celui d'ingénieurs d'ingénieurs qui se retrouvent brusquement projetés dans le commercial. C'est-à-dire quand on fait des études d'ingénieur, on espère inventer des machines, je ne sais pas quoi, puis tout d'un coup on s'aperçoit que tiens, les machines, il faut les vendre. Et ça fait un changement important dans l'idée qu'on a de son métier. Et là, il y avait donc des stages pour permettre à ces gens de mieux se débrouiller avec leurs paroles. Ça a commencé comme ça. C'était des stages en groupe? En groupe, oui, c'est ça. Pas individuel comme vous faites maintenant? Non, c'était des stages en groupe, tout à fait. Ça dépendait peut-être, non? Non, non, c'était uniquement en groupe. Oui. Et vous parlez de ce monsieur Perceval? Perceval, oui. Perceval, c'est le... comment dire, Perceval, c'est un chevalier du Moyen-Âge, là. C'est la quête du Graal, vous voyez. Et c'était le nom de ce cours. Ça s'appelle le théâtre-école Perceval. Ah, oui. Et vous avez joué au théâtre aussi? Ah oui, oui, j'ai même joué un petit rôle chez monsieur Jean-Louis Barrault, vous voyez, au Marigny, au théâtre du Marigny. Alors, c'est aussi un peu peut-être comme ça que vous avez développé la méthode? Tout à fait, bien sûr, je viens du théâtre, bien sûr. Senti dans votre corps? Absolument, absolument. La méthode est complètement de sentir. Ah oui, mais ça, j'ai appris ça chez Antonetti. Ah oui, il attachait beaucoup d'importance à l'élocution, au souffle, etc. Puis, et au corps. Et bon, Antonetti fonctionnait avec son épouse, Bella Lombardin, il y avait donc des cours de danse aussi pour les acteurs. Bon, ça se fait encore d'ailleurs. Enfin, le corps était tout à fait important dans cette affaire-là. Et là, bon, j'ai appris de la relaxation, etc. J'ai pratiqué ça dans ce cours. Et ce sont aussi les exercices qui viennent de yoga? Oui. Alors moi j'ai fait aussi, oui, bah, j'ai aussi fréquenté des cours de yoga avec un monsieur qui s'appelle Neil Outhoff, voilà, qui faisait des cours dans les années 70, c'est un petit peu plus tard, là, vous voyez. Et bon, là j'ai beaucoup appris aussi avec ce monsieur. Dans votre méthode, il y a aussi beaucoup de psychologie. Oui. Et oui. votre femme est analyste. Voilà. Oui. Bien sûr. Est-ce qu'elle vous a influencé? Ah bon, oui, c'est sûr. Mais il faut dire que la psychologie y était déjà avant que je rencontre mon épouse. Là, bien sûr. Mais enfin, peut-être ça s'est beaucoup affiné à son contact, ça, c'est sûr et certain. Vous ne l'avez pas développé ensemble? Si, bien sûr. Mais l'essentiel était quand même là, bien en place, dans les années 60, déjà en 70, et là, j'ai rencontré mon épouse en 71, par là. Voilà. Si ce n'était pas votre
femme aux premières places qui vous a influencé? Pourquoi vous étiez inspiré? Alors, pourquoi... non, attendez. Qu'est-ce qui a été la raison que pour vous, parce que souvent les médecins ne sont pas intéressés, même pas en ce moment-là. Qu'est-ce qui a vous inspiré, donné que c'est nécessaire, en tout cas, de s'occuper de psychologie? oui. Bah, parce que la parole, c'est fortement lié. L'activité de parole ne peut pas être dissociée de la façon dont on conçoit l'interlocuteur. Alors, bon, comment on est avec l'interlocuteur, c'est déjà de la psychologie. C'est-à-dire que la parole, ça ne se fait pas indépendamment de l'endroit où ça tombe, c'est-à-dire dans la tête de celui qui l'écoute. Oui, C'est ça la vient notion un de peu projection du théâtre. vocale. Ça vient du théâtre, ça bien sûr, au départ, oui, bien sûr. Voilà. C'est vraiment pour influencer. Influencer quelqu'un par la parole. C'est pas tellement influencé, c'est, comment dire, c'est... L'interlocuteur qu'on a n'est pas simplement un objet qu'on influence, mais c'est un objet, c'est un partenaire, c'est le partenaire d'un échange. Alors ça, c'est la notion de projection vocale, vous voyez, qui bon, vient directement du théâtre. Qu'est-ce que c'est que la projection vocale? Bon, dans ce théâtre-école, là, Antonetti s'intéressait beaucoup aux théories de Stanislavski en particulier. Alors, bah, j'allais dire, on est en pleine psychologie, là, déjà. Voilà. J'avais déjà... ça m'a une petite sonnette. Ouais. Oui, après, il n'y a pas longtemps que j'ai lu le livre de Stanislavski. Ah oui. Et à ce moment-là, je croyais qu'il y a quelque chose. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un puzzle. L'importance de l'imaginaire. Alors bon, chez Antonetti, on faisait beaucoup de mimes. Alors là, l'importance de la pratique du mime, oui, ça c'est tout à fait essentiel, je l'oubliais, mais c'est capital. L'objet imaginaire, ça faisait complètement partie de la technique que j'ai apprise chez Antonetti. Alors après, l'idée d'un bateau imaginaire sur la mer imaginaire, ça vient tout à fait de là. Voilà. Alors, vous êtes phoniatre. Oui. Mais vous ne vous occupez pas seulement du voix. Ah non, Aussi. du bégaiement, Oui. et aussi des retards de parole et de langage, et aussi même des dyslexies, des orthographies. Oui. Tout à fait. Oui. Comment c'est passé? Comment ça a Ah bah ça oui, au départ, moi je suis parti bien sûr avec la voix, et puis bon, le bégaiement aussi, bien sûr, ça au départ. Et puis petit à petit, le langage, bon... mais le bégaiement chez les petits, le bégaiement chez les adultes? Chez les petits, justement, chez les adultes au départ. Mais petit à petit, de fil en aiguille, je me suis intéressé au bégaiement des enfants. Et ensuite au retard de parole et de langage. Et puis au langage écrit dans la foulée. Mais déjà, j'ai commencé mon exercice professionnel en 60. Et déjà en 65-66, je m'intéressais déjà beaucoup au retard de parole et de langage. Voilà. Et le langage écrit même. Oui. Et sur le bégaiement, il y a la scénothérapie. Oui. Voilà. Et il n'existe pas un livre. Ah si, là, il y a des livres, sur la scénothérapie, il y a bien sûr toute une bibliographie, bien sûr. Pas écrit par vous. Ah non, il y a le fondateur de la méthode, qui s'appelle Émile Dars, a écrit des livres en collaboration avec un médecin qui s'appelle le docteur Benoît. Et puis il y a un certain nombre d'ouvrages, je crois qu'il y en a au moins 3 qui ont été écrits sur la scénothérapie. Voilà. Pourriez-vous dire un peu sur la scénothérapie? Ah ben oui, la scénothérapie, moi j'ai connu personnellement M. Dars vers les années 60. Comment ça veut dire quoi? Scénothérapie. Alors ça s'appelle aussi expression scénique. Mais à vrai dire, la scène en question, c'est pas la scène du théâtre, c'est la scène intérieure. Voilà. Si vous voulez, la scénothérapie,
est venu des constatations de Émile Dars, qui était lui aussi homme de théâtre, comédien, puis metteur en scène, puis scénothérapeute, orthophoniste aussi, a fait de l'orthophonie aussi. Et il avait constaté que lorsqu'un jeune comédien travaille un texte, étudie un texte, et bon, se confronte avec un personnage à interpréter, eh bien, il peut en éprouver comment dire, il peut éprouver des troubles psychologiques à cette occasion-là. Ça peut le bouleverser grandement. Et Émile Dars a pensé qu'on pouvait, à partir du travail sur des textes, faire une psychothérapie. Et bon, d'ailleurs, la chose avait été déjà prévue par Freud. Freud a, il y a un texte de Freud qui dit que les poètes et les romanciers sont nos précieux alliés, car ils connaissent entre terre et ciel bien des choses que notre sagesse scolaire ne saurait encore rêver. Voilà le terme de Freud. Et donc Freud avait déjà prévu la possibilité d'une psychothérapie par l'intermédiaire de textes. Voilà, alors Émile Dars a sélectionné un certain nombre de textes qu'il a, qu'il a expérimentés comme inducteurs d'émotions. Alors le travail du scénothérapeute, c'est de proposer aux patients des textes à lire à haute voix. Un choix de texte, le patient choisit tel texte ou tel autre, il le lit, et ensuite il est prié de s'exprimer, non pas de faire de l'explication de texte du tout, mais d'exprimer comment il a ressenti ce qu'il a lu, et bon, comment ça, qu'est-ce que ça lui a fait, qu'est-ce que ça lui rappelle, et en somme, le patient finit par parler de lui-même en parlant du texte. Et selon ce que le patient exprime, eh bien, le scénothérapeute propose d'autres textes en rapport avec ce qui est sorti, et on a comme ça une espèce de voyage de texte en texte qui permet au sujet d'exprimer un tas de choses. C'est une méthode tout à fait intéressante. Oui, mais vous croyez qu'il faut être psychanalyste? Non, non, pas du tout. On peut très très bien n'être que scénothérapeute et faire de la scénothérapie, mais ça demande une formation quand même. Il faut avoir travaillé sur ces textes-là. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant pour les orthophonistes qui désirent aller vers le versant psychologique. La scénothérapie est une voie tout à fait merveilleuse pour ça. Oui, parce que qu'est-ce qu'il y a alors avec la psychologie d'une personne qui bègue? Ah bah oui, alors ça, bien sûr, le problème des rapports entre les troubles psychologiques et le bégaiement, bon, on peut dire que quand on fait un bégaiement, c'est peut-être bien qu'on a quelques problèmes psychologiques au départ, mais on peut dire aussi que le bégaiement est un phénomène très destructeur, un symptôme très destructeur, et qui amène dans le sillage des troubles psychologiques importants. On ne se comporte pas dans la vie de la même façon quand on a un bégaiement que quand on n'en a pas. Voilà. Alors, bon, ça crée des distorsions importantes, et bien sûr, le bégaiement relève d'un traitement phoniatrique, bon, mais également d'un traitement psychologique dans bien des cas. C'est pas obligatoire, mais c'est très fréquemment comme ça. Moi, ce que je préconise, c'est de commencer par une thérapie de la parole avant d'entamer une thérapie psychologique. C'est mieux de faire dans cet ordre-là, parce que ce qui importe au départ au sujet bègue, c'est qu'on l'aide en pratique dans la parole quotidienne, bon, avant de s'occuper de son psychisme. C'est du moins mon opinion. Et c'est une méthode exclusive pour la France parce que la scénothérapie. Il n'existe que des textes en français. Oui, voilà, oui, mais je pense qu'il y a quelques essais d'exportation de cette méthode, mais bien sûr, il faut qu'on fasse appel à des textes locaux, à la littérature du pays, où il faut remarquer. Alors il faudrait développer dans sa propre pays. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Une autre question. Vous êtes phoniatre, mais vous faites aussi l'orthophonie. Oui, enfin je fais de la rééducation. Oui. C'est ça, oui. Vous vous sentez plus phoniatre, plus orthophoniste? Ah, moi je ne me sens pas du tout orthophoniste, je me sens rééducateur, vous voyez. Mais je pense qu'en France du moins, la plupart des phoniatres sont rééducateurs. Et moi je pense que c'est vraiment difficile de comprendre vraiment
la pathologie du langage si on n'est pas rééducateur. Oui, on reste à ce moment-là un peu lointain. Moi, personnellement, je ne vois pas ce que je pourrais faire, ce que j'aurais pu faire si je n'avais pas pris en charge moi-même des patients. Bah, je serais resté certainement très loin, très loin. Loin, je n'aurais sûrement pas inventé tout un tas de techniques. Mais pour devenir phoniatre, Oui. il y a Il y a une formation. Une formation en France? Absolument, oui, oui, oui. Oui, il y a ce qu'on appelle un DIU, c'est-à-dire un diplôme interuniversitaire de phoniatrie qui se fait en 3 ou 2 ans, ça varie selon les années. Maintenant c'est 2 ans, c'était 3 ans avant. Voilà, qui forment des phoniatres, qui sont au départ médecins et qui deviennent phoniatres, qui sont ORL, mais pas forcément. Ils peuvent être généralistes, par exemple, qui souhaitent s'occuper de phoniatrie. Alors, est-ce qu'il y a un avenir pour le phoniatre exclusif? Oui, moi je ne fais rien d'autre que de la phoniatrie, au sens large du terme, hein, c'est-à-dire en m'occupant aussi des troubles du langage. Voilà, mais la plupart des phoniatres sont en même temps ORL ou d'autres spécialités. Je reviens sur votre méthode. En France, vous avez beaucoup de succès avec votre méthode. Ah bah, il y a beaucoup d'orthophonistes qui pratiquent, bien sûr, oui, qui pratiquent. Voilà, oui, bien sûr. Vous savez combien? Oh là là, ça m'est difficile de vous dire, je sais pas. C'est pas ma pensée. Il y a une association des personnes qui ont suivi les séminaires. J'ignore complètement le nombre des membres, enfin il y en a un certain nombre. Voilà, dans toute la pays? Dans tout le pays, oui. C'est surtout dans la région parisienne, mais enfin aussi dans d'autres régions. Et votre méthode est-elle... Bon, elle n'est pas très connue en langue. Oui. Est-ce qu'elle est connue en Angleterre? Non, sûrement pas. Non. Vous savez pourquoi pas? Sûrement pas. Non, je suis sûr que ce n'est pas connu en anglais, parce qu'il n'y a pas de publication anglaise à ce sujet. Mais en Italie, en Espagne, oui. Et peut-être en Amérique du Sud, c'est possible. Parce que bon, là, je sais qu'il y a des gens qui pratiquent, parce que, à cause de la diffusion des livres que j'ai écrits chez Masson, qui ont été traduits en italien, en espagnol. Enfin, peut-être les gens pratiquent quelque chose qui ressemble, mais bon, qui s'inspire de des livres en question, mais est-ce qu'ils pratiquent oui, il faudrait évidemment. Enfin, moi, je ne suis pas opposé, vous voyez, à ce qu'on pratique partiellement, qu'on s'inspire des exercices qui ont été écrits là, puis que chacun fasse très après. Très libre à votre méthode. Tout à donne fait, beaucoup oui. de liberté. Bien sûr, oui. Bien sûr. Oui. Vous faites beaucoup de choses, vous travaillez, mais vous travaillez à Arthur Verne. Arthur Verne, oui, oui. Ici, vous avez votre propre cabinet, oui. Vous donnez des séminaires. Ben, je faisais des cours, mais maintenant je n'en fais plus, parce que j'ai dépassé la limite d'âge, là, et donc je n'enseigne plus à la faculté maintenant. Mais j'enseigne pour le DIU de phoniatrie, toujours. Je continue pour les phoniatres. Ce que je me demande, comment avez-vous tenu votre équilibre? Ça, tant bien que mal. C'est un peu difficile, mais bon. Mais vous avez d'autres intérêts, comme moi, je vois beaucoup de la peinture ici. Ah oui, mais c'est pas moi qui peins, c'est mon fils qui est peintre. Oui, j'ai un fils peintre. Et d'autres choses, vous faites rien que votre métier? Tout est concentré? Oui, non, je fais aussi je bricole beaucoup. Je suis bricoleur. Je comprends pas. Bricoleur, c'est-à-dire je fabrique des choses en menuiserie, etc. Je travaille de mes mains pas mal. Je fais des... quand même. Oui. C'est ça, parce que c'est ça. il faut, il me Oui. semble, il faut avoir quelques choses.
Ça s'appelle bricoler, bricoleur. Non, vous avez raison. Je me demandais, J'ai bon, une- pas toujours que... J'ai une maison en Charente et ça m'intéresse beaucoup de l'équiper, de faire des meubles, etc. Voilà. Qu'est-ce qui a votre intéressé le plus en ce moment? C'est le bégaiement. Je trouve que c'est la chose la plus intéressante, le bégaiement. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Parce que dans le bégaiement, on voit vraiment ce que c'est que la parole. Voilà, et malheureusement, je trouve que actuellement, la parole n'est pas du tout vraiment connue des thérapeutes de la parole, qui traitent la parole comme si elle répondait à la définition parler, c'est traduire en mots sa pensée. Alors que parler, c'est d'abord et avant tout établir une relation d'échange. Et quand je lis la littérature américaine au sujet du bégaiement, du bredouillement, etc., et même du retard de parole et de langage, eh bien, j'ai toujours l'impression qu'il manque vraiment quelque chose de tout à fait important, qui est la préoccupation de l'échange, comment ça se passe avec l'interlocuteur, et je ne crois pas qu'on puisse comprendre quoi que ce soit au bégaiement si on n'a pas cette idée-là. Et d'ailleurs, à l'éclosion du langage aussi, vous voyez, c'est assez affligeant de voir comme on étudie énormément le sujet lui-même, le bègue, l'enfant dysphasique, en oubliant complètement comment se comporte l'entourage, et comment on lui transmet la parole, et comment l'interlocuteur, comment le sujet vit l'interlocuteur qu'il a. Vous voyez, tout ça est complètement oublié, presque oublié. Voilà. Il y a comment dire, une dernière parution d'un numéro là de comment ça s'appelle, Fluency Disorders, je ne sais pas si vous suivez ça, sur le bredouillement, où c'est tout à fait évident. Et ah, tiens, il y a un auteur norvégien qui s'intéresse à la pragmatique tout d'un coup, et ben, c'est une nouveauté. Bon, pour moi, c'est une nouveauté qui date d'une trentaine d'années, là, vous voyez. Qui tout d'un coup dit « Ah mais il faudra peut-être s'occuper, peut-être, à propos du bredouillement, de comment fonctionne l'interlocuteur. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire pour lui donner des consignes sur la manière de fonctionner avec le bredouilleur. » Bon, ben, j'ai déjà publié ça il y a 20 ans. Mais en français. Voilà. Peut-être, c'est dommage. Je crois, bon, mais français. Ça, c'est difficile de faire passer les idées dans le monde anglophone, c'est dur. J'ai essayé de publier des articles sur le bégaiement en Amérique. J'ai envoyé vers les années 80, j'ai fait traduire et puis ça m'a été renvoyé comme ne convenant pas. Ça paraissait non-sens. Vous voyez, le public américain ne comprendrait pas. Alors bon, d'accord. Bon. Bon. J'ai laissé tomber. Enfin, pas tout à fait, non, parce qu'après, il y a des tas de Français qui sont allés en Amérique pour bon, voir un peu ce qui s'y passe et qui ont créé un contact. Et maintenant, les choses commencent à changer. En particulier grâce à Hugo Grégory, qui est bon, un personnage assez important dans le domaine du bégaiement, qui est devenu un ami. Et bon, là, un échange commence à se faire. Voilà. Il est devenu un ami de vous? Ah oui, 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 tout à fait. Est-ce que vous l'avez rencontré en 1991? Ou même avant, oui, sûrement, oui. Avant Oui, 1991. Oui, il a dû venir en France en 88-89, quelque chose comme ça. Vous voyez, moi j'ai assisté à ses conférences, et puis bon, après, bon, il a participé à un congrès sur le bégaiement en 94, etc. Voilà, mais oui, c'est très difficile d'échanger, parce que c'est pas du tout la même conception des choses. Les Américains, à propos du bégaiement, bon, sont préoccupés surtout de faire disparaître le symptôme, et puis aussi de s'occuper des conséquences psychologiques et sociologiques pour les bègues, bon, de les aider à vivre, ce qui est très très bien, mais ont du mal à rentrer dans les processus mentaux qui mènent au bégaiement. Et ça, c'est comme si c'était interdit d'aller par là, vous voyez, parce que c'est subjectif. Alors subjectif, ça n'a pas le droit de citer, c'est d'ailleurs pour ça que
les articles que j'ai essayé de produire là-bas sont tombés parce qu'on on voulait vraiment savoir si c'était... Enfin, ils avaient du mal à comprendre ce que je voulais dire, si c'était des hypothèses ou des faits. Vous voyez? Bon. Voilà. C'est important pour eux. C'est important, voilà. Mais oui, bien sûr. Oui, le sujet des chiffres, par exemple, des statistiques. Oui. Vous avez des statistiques sur le bégaiement? Non, sur votre méthode. Pas trop, non, je n'ai pas tellement cherché à savoir. Est-ce que ce n'est pas d'importance? Ben, si, c'est important, mais je vais dire, je n'ai pas tellement le temps de m'occuper de faire des statistiques sur les résultats. Je fais des suivis, c'est-à-dire que, bon, ce serait peut-être pas difficile à faire d'ailleurs. Je fais des suivis, alors bon, j'ai envoyé pendant une dizaine d'années des lettres aux patients que j'ai suivis pour savoir comment ça allait. Bon, ça m'a permis, ça m'a pas appris beaucoup. Mais bon, je n'ai pas éprouvé le besoin de faire des statistiques. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile d'apprécier les résultats, ou alors il faut toute une organisation. Chez nous, en Hollande, on est toujours très intéressé. Bon, ça veut dire on ne peut pas convaincre sans statistiques. Ah, oui, bon, d'accord. Bon, alors, qu'est-ce qui était la preuve pour vous que votre méthode est une méthode... Ah ben, j'allais dire, dans les suivis me l'ont montré. Ah oui. Comme vous avez dit. Ah oui, c'est ça. Je n'ai pas éprouvé le besoin de faire ça d'une manière scientifique, c'est trop lourd. Je n'ai pas le goût de faire ça. Ça ne m'intéresse pas beaucoup. Laboratoire. Voilà, alors bon, il y a des étudiants en orthophonie qui ont fait des mémoires, qui ont conclu qui ont rapporté des résultats, mais bon, c'est pas extrêmement fiable, vous voyez. Pour vraiment être sûr des résultats, il faut faire ça rigoureux. Et bon, alors, comme je suis sûr de ne pas avoir la rigueur exigible, ben, je laisse complètement tomber ça. Il me suffit d'avoir mes certitudes à moi. Oui, ce qui est très important. Voilà. Oui. Bon, j'ai écrit encore quelques mots. Improuver la qualité. Qu'est-ce que ça dit? Improuver, faire que ça... Oui, improuver, c'est faire, comment dire... Encore mieux, la oui, qualité mieux. Ça. Augmenter, oui. Oui. Augmenter la qualité, promouvoir la qualité. Ça veut dire quoi pour vous? Ah ben, vous voyez, promouvoir la qualité de vie des personnes qui présentent des troubles de parole. C'est-à-dire que pour eux, ça aille mieux. C'est ça qui est la chose importante. Beaucoup plus que l'amélioration des caractéristiques acoustiques. C'est-à-dire que c'est bien important que les caractéristiques acoustiques se modifient, mais ce n'est pas ça qui est capital. Ce qui est capital, c'est que le sujet se trouve avec une meilleure utilisation de sa voix et de sa parole, une meilleure relation avec autrui, un meilleur fonctionnement de son... Alors tout ce qui sent le patient est le plus important. C'est ce que sent le patient qui est le plus important, c'est-à-dire les caractères subjectifs. C'est-à-dire que c'est ça qui me paraît le plus important. Même si on n'entend rien de différent dans sa parole, si le sujet vous dit qu'il a plus de facilité à parler, c'est positif. Bon, actuellement, c'est pas très la mode. La mode, c'est d'analyser le signal acoustique dans tous ses détails. Moi, personnellement, ça ne m'a pas apparu tellement intéressant. D'autant que l'oreille est plus fine que les appareils. Alors bon, prouver avec des courbes que tiens, ça va sûrement mieux, bon, que tiens, il y a moins de jitter, moins de shimmer, tout ça, bon, moi, ça ne me paraît pas très très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le confort du patient dans son activité de communication verbale. Là, mais pour ça, il faut un bon entraînement du orthophoniste elle-même. Ah bah, bien sûr. Bien sûr, oui, ça paraît tout à fait important que les personnes qui s'occupent de voix et de parole aient travaillé sur eux-mêmes en particulier pour sentir et soient surtout orientées vers la subjectivité. Parce que bon, présenter à un patient qui souffre 2 enregistrements, en disant écoutez, voilà, ça va mieux, la preuve, je vous le montre sur le tracé, bon, ça n'a pas une importance considérable, du moment que le patient, lui, ne le ressent pas. Aphasie. Alors, je n'ai pas beaucoup été du côté de l'aphasie, bon, parce que
Il se trouve que je ne suis pas dans les circuits où il y avait des affaires, je m'en suis occupé un peu, mais bon, ça, j'ai pas une expérience importante. Des arteries? Ah oui, les dysarthries, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup, davantage, oui, bien sûr, avec surtout la Parkinson. Voilà, où là, on peut vraiment faire beaucoup. Voilà. Mais autrement, les autres, ben, c'est très important. Vous voyez, bon, s'occuper d'un patient qui souffre d'une maladie de Charcot, sclérose latérale amyotrophique, c'est important, mais même si on n'a pas de résultats importants sur le plan phonique, on lui apporte une aide considérable. On voit que les patients s'acharnent jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et c'est une aide qu'il faut leur procurer, même si ça débouche sur, même si simplement on leur permet de s'exprimer un peu moins mal, simplement. C'est déjà tout à fait important. La méthode d'injection de Molina-Bell sur les laryngectomisés. Oui, ah oui, ça c'est tout à fait. J'ai écrit là-dessus il y a bien longtemps. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été un des facteurs les plus importants là en France pour répandre cette méthode. Voilà. Voilà. Et ça me paraît tout à fait fondamental, bien sûr. Enfin, maintenant, je ne crois pas qu'on puisse. Actuellement, en France, on ne réduit plus aucun laryngectomisé sans faire appel aux techniques de l'injection. Ça me paraît pas possible. Ça a été d'une grande influence. Ah bon, oui, oui, ça c'est tout à fait évident, bien sûr. Moi, j'ai assisté au contact de d'Amsté avec l'orthophonie française et là j'étais un petit peu surpris du mauvais accueil au départ. Oui. J'ai vu des rééducatrices qui travaillaient à la Riboisière disant mais on n'a pas besoin de cette méthode-là, chez nous ça va très bien, on apprend aux gens à avaler de l'air et puis voilà, et ça marche, merci. C'était assez affligeant au départ. Je crois que j'ai vous demandé toutes mes questions, oui. mais peut-être que j'ai oublié quelque chose. Voulez-vous ajouter? Qu'est-ce que je peux ajouter? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut attendre un autre livre de vous? Ah ben là, il y a, de toute façon, il y a des livres en préparation. C'est là que j'ai un livre en préparation sur le bégaiement, qui va paraître chez Albin Michel bientôt, j'espère, qui est un livre grand public sur le bégaiement. Voilà. Et puis, il y a le deuxième tome de la pathologie vocale, là. Il y a un deuxième fascicule qui est la pathologie vocale d'origine organique, qui va sortir peut-être à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il y a encore probablement, je vais quand même sortir aussi un livre sur la technique vocale, simplement, à l'usage des comédiens, des chanteurs, etc. Pour les voix oui. normales. Normal, oui, ça, oui. Voilà. Bon. Alors, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Pour cette interview. Je crois que l'important, dans tout ça, est-ce que si j'ai pu amener quelque chose de nouveau, c'est l'importance de l'imaginaire. Tenir compte de l'imaginaire du sujet. Voilà, c'est ça qui me paraît la chose importante. C'est quelquefois difficile à faire passer parce que le corps médical en général, et le personnel soignant en général, a du mal à comment dire, avec l'idée du corps imaginaire, avec l'imaginaire, parce que probablement il est trop occupé du corps réel. Voilà. Alors l'idée des attitudes, voilà, avec qu'est-ce qu'il y a dans la tête du sujet, que vit-il pendant ces attitudes-là, c'est quelque chose qui est difficile à passer. C'est ça qui sous-tend la technique que je propose, et toute sous-tendue par l'imaginaire. Et non pas, si vous voulez, c'est pas l'attitude corporelle vue d'une manière anatomique, comment je dois poser ma tête par rapport à mon cou, par rapport à mon thorax, etc. Mais c'est l'attitude psychologique. Dans quelle attitude je suis par rapport à ce qui m'entoure. Voilà, et ça me paraît tout à fait important d'envisager les choses. Il y a l'authenticité de l'attitude qui a une part psychologique, une part de l'imaginaire qui n'est pas très facile à faire passer,
qui est tout à fait intéressante. Et qui permet, à mon avis, une plus grande efficacité. Mon expérience avec votre méthode est que les patients deviennent beaucoup plus assurés Bien sûr, oui, bien sûr. d'eux-mêmes. Bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr, Et bien sûr. dès qu'on est sûr, ça Ben, marche ça tout marche, seul. bien sûr. Oui. Je peux prendre encore quelques photos. Ah, je ne sais pas si je suis photographiable. Je suis